Bonjour Monsieur Le Pen. Bonjour. Peu de personnalités publiques ont osé vous soutenir dans les médias, ou en tout cas publiquement, et ont osé dire du bien de vous. Parmi elles, Serge Moati a été un des rares. Oui, enfin, je ne partage pas tout à fait cette opinion, mais c'est pas grave. Alors, disons dans les médias du système, comme vous les appelez vous-même, il a déclaré notamment que vous étiez un grand homme, traversé par l'histoire, et que l'histoire traversait. Et alors, suite à ça, il a été menacé de licenciement, et il a dû inviter votre fille sur le plateau de son émission pour se refaire une santé, disons, et en la passant sur le grill, en lui parlant du détail, du détail, du détail. Qu'est-ce que ça vous évoque? Il n'a pas été le seul dans ce cas, puisque Pierre-Henri de Virieu m'avait fait la confidence, qui avait dirigé la grande émission, qui a été un peu mon émission vedette en quelque sorte, et on lui a dit, il a dû se justifier devant un tribunal déontologique de journalistes de servir la soupe à Le Pen. Alors il a fait remarquer qu'il ne m'invitait qu'une fois par an, alors que la proportion de mes voix dans les suffrages politiques français aurait justifié que je sois invité une fois tous les trimestres. Eh bien, il en était très choqué, bien qu'il soit maire socialiste de Bougival. C'était l'heure de vérité, et il est une des personnes qui a été soumise à la pression de la pensée unique et de la dictature intellectuelle qui règne en France. Alors, vos partisans vous dépeignent comme visionnaire, notamment sur l'immigration, et vous dites à qui veut l'entendre que vous n'avez jamais changé d'avis, ce dont on vous donne acte sur l'immigration. Mais en l'occurrence, il y a d'autres sujets sur lesquels vous avez changé d'avis, voire radicalement, et parmi eux, le libéralisme. Alors, non, je ne crois pas du tout avoir changé d'avis. Sur quel libéralisme, de quel libéralisme s'agit-il? Donc en 1985, notamment, vous disiez le Reagan français. Oui, mais c'est en 1985. Nous sommes en 2010. Il est bien évident que les phénomènes politiques et économiques varient selon les périodes. Ce n'est pas quelque chose d'absolument fixe. Le problème de l'immigration, avant 1970, n'existait pratiquement pas. Bon, on pouvait avoir une opinion différente de celle qu'on avait quand on prenait conscience que ça devenait un phénomène très important parce qu'il était lié à l'explosion démographique du tiers-monde et à la raréfaction, en quelque sorte, des naissances dans notre pays et dans l'Europe en général. Par conséquent, ce sont des jugements contingents, si vous voulez, qui sont en relation avec le temps dans lequel ils sont émis. Ce n'est pas une position religieuse, une position de principe. Mais je suis partisan de la liberté du marché, oui. Je pense que mais je n'ai jamais dit qu'il ne fallait pas que celui-ci soit contrôlé par l'État, organe en quelque sorte de l'intérêt public. Estimez-vous, parce que ça revient souvent, et on l'a vu récemment avec Mazarine Pinjot, qui a dit que son père, François Mitterrand, vous avez instrumentalisé. Est-ce que vous estimez avoir été instrumentalisé par Mais pas du tout. La gauche et le Parti socialiste? Mais pas du tout, pas du tout. Je dois dire que je ne sais pas ce qui justifie l'opinion de Madame Pinjot. Si c'est les confidences de son père, eh bien, disons qu'il s'est vanté. Parce que la seule intervention que Mitterrand ait eue relativement à la vie du Front National et à mon comportement, c'est l'adoption par le Parlement, sur sa suggestion, de la proportionnelle intégrale aux élections législatives. Mais quand Mitterrand a fait cela, il ne l'a pas fait pour aider le Front National, bien sûr. Il l'a fait parce que le Parti Socialiste était menacé de disparition parlementaire. Et pour maintenir sous sa présidence une représentation parlementaire relativement importante du Parti Socialiste, il fallait établir la proportionnelle. Alors, cerise sur le gâteau,
ça a donné la possibilité au Front National d'avoir 35 députés et qui étaient censés gêner M. Chirac. Ça ne l'a pas gêné, puisque la proportionnelle a démontré, contrairement aux analyses habituelles et aux prétentions d'un certain nombre de techniciens électoraux, qu'on pouvait avoir une majorité malgré la proportionnelle. Et alors, d'aucuns disent que François Mitterrand serait intervenu personnellement pour justement vous permettre de passer à l'heure de vérité. Jamais de la vie. Ça n'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. En effet, j'ai fait une démarche d'ailleurs à son égard de président de la République. Je pense que c'est le 1er mai 1982. Mitterrand est allé à Orléans à l'occasion de la fête de Jeanne d'Arc. Et là, il a fait un discours dans lequel il a dit « Si quelqu'un je suis le président de tous les Français. Et si l'un d'eux a des raisons sérieuses de se plaindre d'un traitement injuste, je suis prêt à l'écouter. » Le soir même, j'ai écrit un courrier pour me plaindre du fait que le congrès du Front National n'avait obtenu aucun écho, pas une seconde d'écho, sur les médias télévisuels ou radiophoniques d'État. Et pour être sûr que cette lettre lui parvienne, je lui ai fait parvenir par la seule personnalité socialiste que je connaissais, je n'en connaissais qu'une seule, c'était mon ancien collègue Guy Pen, qui avait été, comme moi, un dirigeant de l'UNEF, n'est-ce pas? Et Guy Pen, qui était sénateur, je crois, et en charge à ce moment-là des affaires africaines, lui a fait parvenir la lettre, et c'est vrai que François Mitterrand est intervenu auprès du ministre de la propagande, qui s'appelait, je ne me souviens plus comment, un nom en nous, je ne me souviens plus exactement quel était son nom, et j'ai obtenu comme cela 10 minutes, 2 fois 10 minutes, sur les antennes officielles françaises. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça ne correspondait pas tout à fait à l'importance de notre mouvement. Bon, on parle beaucoup d'un garçon qui s'appelle Éric Zemmour, mais on n'a jamais eu votre avis sur lui. Qu'en pensez-vous? Je pense que c'est un garçon qui a du talent et qui a du courage. C'est un homme qui est un patriote français et qui n'en a pas honte, ce qui est relativement rare dans notre pays, et je le salue pour cela, mais je constate qu'il a été immédiatement sanctionné de cette attitude intellectuelle libre et courageuse, puisqu'aussi bien on l'a vu disparaître d'un certain nombre d'organes de presse. Disons que pour l'instant, c'est le chroniqueur français le plus médiatique. Hein. Écoutez, moi je constate qu'il il avait un grand papier dans, je crois que c'est le Figaro Magazine, il ne l'a plus, entre autres. D'accord. Alors, bon, est-ce que vous êtes au courant d'un sobriquet dont on l'affuble dans certains milieux, qui est Le Pen juif? On l'appelle le Le Pen juif dans certains milieux. Est-ce que vous êtes au courant? Le Pen juif. Ce serait Le Pen juif. Le Le Pen juif. Ah, ça ne me choque pas. Je trouve ça assez flatteur parce que l'homme a du mérite et du talent. Mais évidemment, c'est une boutade. Et d'autres disent qu'il a été votre conseiller plutôt officieux dans les années 90. Alors, tout à fait faux. Tout à fait inexact. Donc l'autre personnage dont on parle beaucoup, mais on ne connaît pas vraiment votre avis sur lui, en tout cas récemment, c'est Alain Soral. Qu'est-ce que vous pensez d'Alain Soral? Oh, je pense qu'Alain Soral est un garçon de talent, intelligent, mais je ne suis pas absolument sûr qu'il ait un véritable profil politique. C'est plutôt il a plutôt un profil sociétal. C'est un homme sympathique d'ailleurs. Je ne cache pas que j'ai de la sympathie pour lui, mais nos chemins se sont relativement séparés parce qu'il a fait une incursion dans la politique qui semble l'avoir déçu, ce que je comprends d'ailleurs. Et si vous dites qu'il n'est pas politique, pourquoi l'avoir pris comme conseiller politique personnel pendant la campagne? Il n'a pas été conseiller politique personnel. Qui vous a dit ça? Lui-même. Lui-même? Enfin, il le dit, c'est ce qu'il dit. Enfin, ça veut dire quoi être conseiller politique? C'est quand on demande à quelqu'un son avis sur un sujet donné, il n'a pas été un conseiller politique, c'est quelqu'un qui est chez vous tous les jours.
Ce qui n'a jamais été le cas avec Alain Soral. J'ai rencontré Alain Soral dans quelques circonstances, avec plaisir d'ailleurs. Nous avons bavardé, il m'a donné son opinion. Il n'a jamais été mon conseiller politique. Alors quand même, le discours de Valmy, c'est bien lui qui l'a écrit. Non, mais c'est pas vrai ça. Et les discours que je prononce ont souvent plusieurs collaborations différentes. Et c'est moi qui les façonne à la fin, parce qu'on travaille avec des collaborateurs. Oui, la suggestion de faire un discours qui marque l'attachement du Front National à la République française est peut-être une idée qu'il a lancée. Elle était d'ailleurs, je l'ai d'ailleurs adoptée. Elle n'avait de valeur qu'à partir du moment où je l'adoptais. Parce que des idées, j'en reçois par dizaines, par centaines des suggestions. Ce sont celles que j'en retiens qui constituent l'acte politique du Front National et celui de Jean-Marie Le Pen. Alors, une question sur l'islam. La position du Front National sur l'islam mérite, selon moi, un peu d'éclaircissement. Parce que dans les grands médias, vous fustigez l'islamisme, voire l'islamisation de la France depuis très longtemps. Vous avez été condamné lourdement pour cela, par la justice, hein, évidemment. Mais, lourdement, qu'est-ce que vous appelez lourdement, oui. Avec votre phrase sur quand les musulmans seront majoritaires, on sera obligé de baisser les yeux, etc. Ah oui, oui, en effet, oui, c'est vrai, c'est une condamnation absolument intolérable, c'est vrai, et qui démontre d'ailleurs qu'il n'y a pas de liberté de penser en France sur un certain nombre de sujets, et particulièrement sur celui-là, où la pression du lobby collabo pro-islamiste est considérable à tous les niveaux. Et alors justement, dans un plus petit média comme Flash, vous avez déclaré que les 5 piliers de l'islam étaient, alors je cite, compatibles avec le mode de vie français. Tout à fait, oui, mais la plupart des gens ne connaissent pas ce que sont ces 5 piliers. Et aucun de ces piliers n'est incompatible avec la vie en société en France. Les gens qui ont écrit des propos critiques sur ce sujet, visiblement ignoraient ce dont ils parlaient. Alors, est-ce qu'on peut prendre 2 exemples de ces 5 piliers? Donc, le ramadan, puisqu'on est en ce moment même en ramadan, oui. Est-ce que vous trouvez normal que des gens vivent la nuit, finalement, puisqu'ils n'ont pas le droit? C'est leur problème, c'est le problème de leur liberté. C'est vrai que c'est une coutume et c'est un précepte qui ne s'accommode pas facilement de la vie moderne et qui a des exigences d'horaire, et c'est sûr que c'est plus facile à pratiquer quand on est gardien de chèvre que quand on est ouvrier sur une machine automatique. Et alors, deuxième exemple, la prière 5 fois par jour. Moi, ça ne me gêne pas du tout que les gens fassent la prière. C'est leur liberté. Je ne vois pas en quoi la prière des musulmans me gênerait. Ça n'est pas ça qui me gêne. Ce qui me gêne, c'est l'immigration massive depuis 30 ans de millions d'étrangers qui sont entrés dans notre pays avec la complicité des gouvernants de droite et de gauche de ce pays. Très bien. Moi, les musulmans ne me gênent pas du tout quand ils sont dans leur propre pays, dans leur propre zone d'activité. Je constate simplement que moi, je n'ai pas la possibilité d'aller à la messe en Arabie Saoudite. N'est-ce pas? C'est là la différence tout de même. Et vous savez comme moi que la diplomatie et la courtoisie internationale sont basées sur la réciprocité. Et en fait, vous n'avez même pas le droit d'aller à la Mecque. Alors, oui. Voilà. J'avais le droit à Bagdad. Quand, sous Saddam Hussein, les chrétiens pouvaient pratiquer leur religion en Irak, absolument. Mais il est vrai que le Baas était un mouvement laïque et qui respectait toutes les religions, y compris bien sûr l'islam, mais aussi les autres religions. Alors, malgré tout, est-ce que vous n'appelez pas de vos voeux une réforme de l'islam pour qu'il soit compatible avec la France et ses Non, valeurs? pas du tout. Pas du tout. Ou bien cette religion est compatible avec la société française et les mœurs françaises, et très bien ainsi. Ceux qui estiment que leur religion serait incompatible avec notre manière de faire et notre manière de voir ont toujours la possibilité d'émigrer en Arabie Saoudite, au Koweït ou dans un certain nombre d'autres pays, en Iran ou ailleurs, où ils auront probablement plus de facilité
pour pratiquer leur religion. Mais vous, en tant que dirigeant politique, vous dites la charia est compatible avec la France. Je n'ai pas dit la charia, pas du tout. J'ai dit que... Pas du tout. Vous me faites dire quelque chose que je n'ai pas dit. Ouais. La charia, ce n'est pas les 5 piliers de l'islam. C'est tout à fait autre chose. Ouais. Car la religion musulmane a ceci de particulier, c'est qu'elle est non seulement une règle religieuse, mais elle est aussi une règle politique et civile. Et que par conséquent, c'est là où en effet il y a une incompatibilité entre les deux comportements, en effet, ou bien les musulmans qui se trouvent dans notre pays, ou les bouddhistes, ou d'autres, ou les pentecôtistes, respectent le caractère laïque de notre État et la liberté de leurs concitoyens, n'est-ce pas? Et parfait, si ce n'est que je conteste quand même le phénomène d'immigration massive, ça c'est une autre question, mais s'agissant de l'islam, ma foi, j'ai été le premier homme politique français à présenter la candidature d'un arabe à la députation à Paris en 1957. Et j'ai été le premier homme politique français à faire élire une musulmane comme conseiller régional d'Île-de-France en 1986. Par conséquent, je n'ai pas de leçons à recevoir, ni de M. Mouloud Aounit, ni de d'autres gens sur ce sujet, ni de M. Jakubowicz ou d'autres. Alors, dernière question sur le sujet, est-ce que donc vous pensez qu'il peut y avoir un islam sans charia? Je ne sais pas, c'est aux musulmans qu'il faut poser la question. Je ne suis pas un spécialiste de la question, j'ai quelques connaissances du sujet quand même, mais j'ajoute une anecdote, si vous voulez, pour vous montrer le respect que j'ai des religions qui ne sont pas les miennes. Quand en Égypte, j'ai été amené par devoir militaire à enterrer un certain nombre de musulmans qui étaient morts, soit des soldats égyptiens, soit des civils égyptiens qui étaient morts des suites des mitraillages ou des bombardements de la zone de Suez, eh bien je les ai enterrés conformément à leurs préceptes religieux. C'est un signe de respect, un signe d'estime que d'ailleurs beaucoup de musulmans connaissent et m'en va. Nous avons été, je ne suis pas le seul, mais avec Janie, ma femme, et un certain nombre de dirigeants du Front National, des créateurs et soutiens de l'action de SOS Enfants d'Irak, et nous avons protesté tout à fait énergiquement contre le traitement qui était réservé aux Irakiens par les Alliés, notamment la guerre qui a été faite en Irak, et la mort de centaines de milliers d'enfants à la suite du blocus. Je crois avoir dans ce domaine-là témoigné d'une certaine conception, je crois, humaniste, qui s'accommode très bien d'ailleurs de mon patriotisme français, mais ça ne va pas plus loin. Alors, puisque vous citez l'Égypte, je vais faire une comparaison illustre. Napoléon, pendant sa campagne d'Égypte, s'était déclaré presque musulman, en disant qu'il respectait la foi des musulmans en Égypte. Et pourtant, en France, il a fait le Sanhédrin pour les Juifs. Oui, et il a fait décapiter quand même 5000 prisonniers égyptiens, n'est-ce pas? Donc... D'accord, mais ma question c'était sur le Sanhédrin pour les Juifs en France. Vous ne pensez pas qu'il faudrait faire la même chose? Non, parce que c'est Napoléon a fait cela, parce qu'il y avait un problème probablement avec les Juifs. Il n'a pas fait avec les musulmans en France, compte tenu du fait que, à part peut-être son chaouche, il n'y avait pas de musulmans en France. Et comme il y a des musulmans en France aujourd'hui, vous-même? Eh bien, je pense qu'il y a une loi française dont les citoyens doivent s'accommoder. Ceux qui pensent que c'est incompatible avec leur propre conception doivent en tirer la conséquence logique. Et je dis au passage d'ailleurs mon hostilité radicale à la double nationalité qui crée une ambiguïté, une équivoque quant à la fidélité que l'on doit à son pays, et le fait en effet d'autoriser un citoyen français à avoir aussi une autre nationalité, évidemment lui ouvre la possibilité d'avoir une autre fidélité qui peut se trouver incompatible avec celle qu'il doit à son pays, dans le pays dans lequel il vit. Alors vous parlez d'immigration, et vous dites souvent que vous visez bien l'immigration et non pas les immigrés. Pensez-vous qu'il y a malgré tout une partie de l'immigration qui est bonne pour le pays?
Non. La France n'avait pas besoin d'immigration. Il y a toujours eu une immigration en France, que la France a d'ailleurs très bien intégrée, parce qu'elle était en petite quantité, et que jusqu'alors, en tous les cas, la plupart des immigrés étaient comment dirais-je, de même religion, et que ça facilitait les choses, n'est-ce pas? C'était des Européens, généralement de confession chrétienne, sinon de pratique chrétienne, au moins d'influence chrétienne. Le problème de l'islam est un problème supplémentaire et une difficulté supplémentaire, c'est certain. Et donc, ma deuxième question par rapport au fait de distinguer immigration et immigrés, c'est qu'un des slogans du Front National dans les années 80, c'était 3 millions de chômeurs égale 3 millions d'immigrés. Est-ce que vous regrettez? Oui, mais ça touche le problème de l'immigration, ça, pas le problème individuel de chaque immigré. C'est vrai que les immigrés qui sont en France, l'immigration massive a des conséquences budgétaires, financières et sociales qui se sont au détriment des travailleurs français et des contribuables français, c'est évident. On est dans un moment historique puisque vous allez bientôt quitter la présidence du Front National après plus de 35 ans. Oui, plus, je vais 37 ans même. 37 ans. 38 ans. Première question, est-ce que vous allez devenir son président d'honneur? Je pense que ce sera suggéré au Congrès. À la vérité, ça ne me paraîtrait pas immérité. Et deuxième question, est-ce que vous allez maintenant avoir le temps de rédiger vos mémoires que beaucoup de gens Écoutez, j'ai des fonctions électives importantes. Je suis député européen d'une part, et je suis président du groupe de conseillers régionaux en PACA. J'ai 21 conseillers régionaux, dont je suis le chef dans cette région, et par conséquent, c'est déjà un très gros travail, n'est-ce pas, qui m'oblige à des voyages importants, à Strasbourg, à Bruxelles, à Marseille, et dans la circonscription dont je suis l'élu. Donc les mémoires, c'est pas pour tout de suite? Ah, je ne sais pas, j'ai l'intention d'écrire des mémoires. Oh, non pas que je surestime mon importance dans l'univers. Vous savez, j'ai été marin longtemps et j'ai souvent regardé tourner les milliards de galaxies. Je ne me suis jamais fait trop d'illusions sur l'importance relative qui était la mienne. Mais je pense que je peux éclairer un certain nombre de sujets. La preuve, c'est que je suis amené à préciser des choses ou à contredire des assertions. Voilà, je mettrai les choses au point, signé Jean-Marie Le Pen. Les gens le prendront comme ils le voudront, mais en effet, ce sera mon apport un petit peu à l'histoire d'un siècle, pratiquement, qui a quand même été déterminant dans l'histoire de l'humanité et dans l'histoire de la France, puisque je suis né entre les deux guerres, en 1928, et qu'il y a pratiquement 55 ans que je suis dans la politique, et j'ai fait beaucoup d'autres choses à côté. Alors, avant-dernière question, nous avons organisé un débat entre Roger Olindre, votre ami, et Paul-Marie Couteau, sur le gaullisme et les années 40. Je ne sais pas si vous avez vu ce débat. Non, je ne l'ai pas vu, mais ça devait être sportif. Alors justement, ce qui était intéressant, il m'a-t-il semblé, c'est l'union des patriotes sur cette période-là, puisque l'Algérie est arrivée bien après. Or, en 40, les gaullistes et les anti-gaullistes étaient encore tous gaullistes, a priori. Non, Enfin, non, pas du tout. Je parle pour Roger Olindre. Après. Non, il y avait des patriotes français qui n'étaient pas gaullistes. Bien sûr. Le général de Gaulle a été une personnalité politique importante après la libération. Avant, il était une voix qui émettait de l'étranger. Non, il y avait beaucoup de pétainistes et il y avait beaucoup de Français qui espéraient d'ailleurs que la France ne se divise pas entre des conceptions différentes. Et alors, au cours de ce débat, Roger Olindre a été très dur contre l'occupation allemande, ce qui a fait dire à Paul-Marie Couteau qu'il trouvait que c'était bien qu'il remette les choses en place suite à ce que vous aviez déclaré sur l'occupation allemande.
Oui, qu'est-ce que j'ai déclaré? Qu'elle n'était pas particulièrement inhumaine. Oui, je crois, oui. Et cela, ça découle tout naturellement de la comparaison de l'occupation de différents pays européens par l'armée allemande. Et il est certain que c'est en France qu'elle a eu proportionnellement le moins de dureté, n'est-ce pas? Étant entendu que ce sont les responsables de la défaite qui devraient battre leur coulpe, parce que sans la défaite, il n'y aurait pas eu d'occupation allemande. Ma dernière question est la suivante. Selon vous, quelle est votre plus grande victoire et quelle est votre plus grande erreur? Dans quel domaine? Politique. Ma plus grande victoire, c'est d'avoir maintenu durablement, pendant près de 40 ans, j'espère que ça durera plus longtemps, un mouvement politique de rassemblement d'une famille qui a une propension naturelle à la division et à la contradiction. Ma plus grande erreur stratégique a probablement été de présenter et de soutenir la candidature de Jean-Louis Tixier-Vignancourt contre l'ensemble du comité national, alors que j'eus dû à ce moment-là me présenter moi-même, ce qui aurait peut-être fait gagner 10 ans à la bataille politique nationale. Très bien. Merci beaucoup, monsieur Le Pen. Je vous en prie.